Chapitre 6. L'inspection. À peine l'éclairage principal du dôme fut activé que le complexe vibra de l'effervescence habituelle des journées d'inspection. En un instant, l'atmosphère se transforma en un tourbillon de bruit et de chaos. Les navettes tout-terrain s'alignèrent, et chacune semblait avoir été personnalisée par son conducteur. Le vieux Maquian se déplaçait d'un endroit à l'autre sans jamais s'attarder. Hens, d'une voix forte et directe, répartissait les équipes et distribuait les plans d'émission. Il leva les yeux en passant devant David et s'arrêta un instant. « Williams, toujours partant pour la tournée ?» demanda-t-il. « Rien ne me ferait manquer ça, » répondit David. « Comme tu n'as pas de véhicule, je vais t'en assigner un du dépôt. » Hens pianota sur l'écran de son hyperlink. « Le D313. Une fois que tu l'auras récupéré, tu seras responsable de son entretien et de son bon fonctionnement. Tout dommage que nous jugerons évitable sera déduit de ta solde, compris ? » « Compris. » « Tu feras équipe avec Griswold. Je sais que vous avez vos différends, mais c'est notre meilleur homme sur le terrain, et toi, en tant que terrien sans expérience, je préfère te mettre sous sa supervision. Tu sais piloter un tout-terrain ? Avec un peu d'entraînement, je devrais pouvoir conduire n'importe quel véhicule, répondit David. Bien, on verra ça. Hens s'apprêtait à s'éloigner lorsqu'il aperçut quelque chose qui le fit stopper net. Il rugit. Et toi, tu comptes aller où, là ? La poisse entra dans la salle de réunion avec une assurance débridée. Elle portait son éternelle tenue dépareillée et avait tressé serré ses cheveux bleus. Une lueur de défi brillait dans ses yeux perçants, et elle se déplaçait avec une énergie nerveuse. Elle émit un petit rire traînant et répondit d'une voix décontractée presque moqueuse. « À l'inspection, Hens. Monsieur Hens, je ne suis pas en détention, je crois. Je suis toujours titulaire de ma licence de bioagri, donc j'ai parfaitement le droit de participer à l'inspection. Même si je suis assignée à la cuisine, ça ne me retire aucun de mes devoirs. » Elle s'avança d'un pas, une lueur de défi dans son regard. « Et je suis même libre de piloter mon ancienne navette. » « Tu passes trop de temps à lire le règlement, » ironisa Hens. « T'as raison, je suppose. Mais il te reste qu'une semaine ici, la poisse. Faudrait pas prolonger. » « Une semaine, et après ça, si tu remets un pied sur le territoire maquin, je fais envoyer un véritable arsenal pour te faire disparaître comme la vermine que tu es. » Il tourna les talons, mais la poisse lui lança un doigt d'honneur avec une rapidité qui dénotait une familiarité avec ce genre de geste. Puis ses yeux s'opposèrent sur David. « Eh bien, l'asperge, t'as déjà utilisé un de ces respirateurs ?» demanda-t-elle. « Jamais en réel, mais je me suis renseigné, » répondit David. « Ah, ça suffira pas. J'ai vérifié le fonctionnement de celui-ci, laisse-moi te montrer comment on le fixe. »« Non, 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 retire ton doigt de là, regarde. Ah, regarde comment je place mes mains. Voilà, maintenant fais passer le tout par-dessus la tête. Allez, fais gaffe à pas t'enrouler le fil autour du cou, sinon tu vas finir avec une migraine à te faire exploser le crâne. C'est bon, là, tu vois clair à travers ?» Le visage de David était déformé sous l'armature du respirateur. Les tubes d'oxygène lui compressaient déjà le nez, les pommettes et la mâchoire, lui donnant l'air d'un poisson hors de l'eau. « On dirait que tu galères pour respirer, l'asperge !» railla la poisse, un sourire moqueur sur ses lèvres. David se débattit un moment pour parvenir à aspirer un peu d'air, avant de retirer brusquement le masque. « Comment ça marche ce machin? Il n'y a pas de régulateur ?» « Ah, c'est le karma pour m'avoir foutu la trouille hier soir, » se moqua la poisse. « Pas besoin de régulateur, le débit d'oxygène s'ajuste selon la température et la pression exercée sur ton visage, c'est ton propre corps qui déclenche la mise en marche. Dès que tu l'enlèves, l'air s'arrête. » « Alors il est cassé, je... » « Non, il marche au poil. Il est parfait pour la pression atmosphérique de Mars, dans le désert. Quand l'atmosphère est aussi dense qu'ici, tu dois pas relier la valve aux bouteilles. » En un déclic, tout se desserra, les tubes d'oxygène du masque se dégonflèrent, le casque libéra ses oreilles, et même son biosuite se détendit. « Et souviens-toi, respire par la bouche. Si tu expires par le nez, ton casque va s'embuer. Et là, ça va être galère. » Elle scruta David des pieds à la tête d'un regard critique avant de faire une moue dédaigneuse. « Par contre, je sais pas ce qu'on pourrait faire pour ton biosuite. Sérieux? Noir et blanc? T'as l'air d'un vieux débris. » Elle jeta un coup d'œil à sa propre tenue rose fuchsia et cuivre éclatant avec une satisfaction non dissimulée. David dit : « Ah, je m'arrangerai. Tu ferais mieux de regagner ta navette, il s'apprête à partir, ça se sent. » « Ouais, t'as raison. Sois prudent, méfie-toi du changement de gravité, ça surprend quand t'es pas encore acclimaté. Et t'es rien. Ouais. Garde les yeux bien ouverts. C'est de quoi je parle. Merci, t'inquiète, je vais gérer. » Les véhicules se regroupaient désormais en plusieurs équipes. Ceux qui partaient pour l'inspection intérieure et ceux qui partaient pour l'inspection extérieure. Plus d'une centaine de navettes s'étalaient sur le terrain, chacune arborant une personnalité unique, souvent décalée et humoristique. Celle que David avait reçue avait clairement vécu plusieurs vies. Il y avait un « Attention les filles !» qui ornait l'avant de l'engin, une forme d'obus aux couleurs effacées par les conditions martiennes. Le pare-choc arrière, usé, affichait en lettres clignotantes : « C'est pas une tempête de sable, c'est juste moi. » David prit place derrière le volant, refermant la portière. L'habitacle était parfaitement étanche.
aucun joint apparent, juste au-dessus de sa tête, une vanne de filtration automatique régulait la pression intérieure et extérieure. Le pare-brise, terni par des années de tempête, ne laissait entrevoir qu'une visibilité floue, mais suffisamment claire pour la conduite sur Mars. Les instruments étaient dans leur majorité semblables à ceux qu'il connaissait, et il n'eut aucune difficulté à naviguer à travers les nouveaux accessoires, leur fonction devenant évidente après quelques manipulations. Griswold croisa sa navette, lui adressa des gestes furieux. David entr'ouvrit la portière. Griswold tonna. Ah ben c'était battant avant, imbécile, nous sommes pas dans une tempête de sable là. David chercha la commande appropriée et, après un moment, réussit à activer l'accessoire qui semblait représenter une tempête. Les pare-brises qui semblaient fixés au châssis se replièrent dans la carrosserie, offrant une meilleure visibilité. Il se détendit légèrement. Bien sûr, songea-t-il, l'atmosphère martienne, avec sa pression équivalente à seulement 1% de celle de la Terre, ne permettrait pas la formation de tempêtes très violentes. Les multiples mini-tornades de 100 km/h n'étaient que des petites brises. Et de toute façon, ce n'était pas encore l'été austral, la période où Mars se rapproche du Soleil et où de gigantesques tempêtes globales se déclenchent. Et dans ce cas-là, la poussière soulevée était d'une finesse telle qu'elle s'infiltre partout, provoquant une érosion lente en plus d'une visibilité déplorable. Cette poussière électrostatique sous l'effet du soleil sans filtre atmosphérique ressemblait à du talc, se collant à tout, comme des poils de chat. Elle restait suspendue dans l'air, bloquant parfois les rayons du soleil et s'accumulant sur les panneaux solaires. Heureusement, pour l'instant la météo annonçait du temps relativement calme. Une voix détonna alors, brisant ses pensées. « Oh, l'asperge !» En levant les yeux, il aperçut la poisse, son sourire narquois bien visible, la main levée. Elle faisait aussi partie du groupe de 9 véhicules sous les ordres de Griswold. David lui rendit son salut. Une portion du dôme s'éleva, 9 véhicules commencèrent à avancer lourdement dans un sas. La paroi se referma derrière eux, puis quelques minutes plus tard, elle s'ouvrit à nouveau pour laisser sortir un autre groupe de véhicules. La voix de Griswold résonna soudain, brillant les oreilles de David, sortant à la fois des haut-parleurs et du casque. « Équipe 8, prête ?» Des voix répondirent tour à tour. « Numéro 1, prêt. Numéro 2, prêt. Numéro 3, prêt. » Il y eut un temps après le numéro 6, quelques secondes. Alors David dit « Numéro 7, prêt. » Suivi un « Numéro 8, prêt. » Et enfin la voix de la poisse se fit entendre. « Numéro 9, prêt. » La section du dôme s'éleva, laissant passer les véhicules qui précédaient celui de David. Prenant une grande aspiration, il actionna doucement le contrôleur moteur. Le véhicule s'ébranla, avançant maladroitement jusqu'à heurter l'arrière du précédent. David grimaça et relâcha rapidement la commande. La navette vibra, hésitante, avant de se stabiliser. Derrière lui, le sas se referma hermétiquement, coupant l'équipe de sa protection du dôme. Soudain, une douleur sourde intense lui perça les oreilles. Un sifflement aigu retentit, tandis que l'air était pompé hors de la section. Le rythme cardiaque de David s'accéléra. Il agrippa fermement le volant, tentant vainement d'ignorer la pression croissante qui lui vrillait les oreilles. Les capteurs de son biosuite s'activèrent, analysant l'environnement et ajustant automatiquement les paramètres vitaux. Un fourmillement désagréable parcourut ses extrémités. Il éprouva une sensation de gonflement, de distension, et sentit son corps se compresser contre le biosuite. Il avala plusieurs fois sa salive pour soulager la pression dans ses oreilles. Après quelques minutes, son souffle devint court, son cœur peinant à fournir l'effort pour faire circuler l'oxygène nécessaire. En voyant les autres ajuster leur respirateur, il fit de même. Une fois le masque en place, il inspira profondément, expirant bien par la bouche, et l'oxygène soulageant immédiatement la tension dans sa poitrine. Peu à peu, le picotement dans ses bras et ses jambes s'atténua. Devant lui, le sas s'ouvrit, révélant l'immensité désertique de Mars. Le sol rouge scintillait sous la lumière directe d'un petit soleil brutal, dépourvu de tout filtre atmosphérique. Un cri enthousiaste s'éleva lorsque la colonne s'ébranla. « En En avant !» avant! C'était le cri traditionnel des cow-boys. Mais ici, porté par l'air raréfié de Mars, il résonnait étrangement, aigu et distordu. Les premières rangées démarrèrent et David actionna le contrôleur moteur pour les suivre. Il franchit la ligne qui séparait la sécurité du dôme du terrain aride et inconnu de la planète. Aussitôt, il ressentit le choc. Le brusque changement de gravité lui donna l'impression d'une chute libre interminable. 60 de ses 100 kilos semblèrent s'échapper de son corps par le plexus solaire. Il s'accrocha au volant tandis que la sensation de vide persistait, et le tout-terrain fit une embardée incontrôlable. Numéro 7, reste en ligne, crétin! Gronda la voix rauque de Griswold dans les haut-parleurs. David lutta contre ses propres sensations, ajustant sa position pour reprendre le contrôle. Il aspira l'oxygène de son respirateur, apaisant progressivement son rythme cardiaque, et le pire se dissipa. La poisse apparut en visio sur son écran de contrôle. David la chercha des yeux parmi les véhicules. Elle pilotait son propre engin, une machine qui semblait autant bricolée que conçue pour la performance pure.
Elle détourna brièvement les yeux de sa console pour jeter un regard vers lui, son expression oscillant entre amusement et inquiétude. Elle fit un geste bref, semblant vouloir dire « Toujours vivant? Alors bouge-toi », avant de reporter son attention sur la route. Le désert martien s'étendait devant eux, une étendue infinie de sable rouge et de crêtes érodées, baignée dans une lumière crue qui rendait chaque détail surnaturel. Cette région en particulier était morte et déserte depuis des milliers, voire des millions d'années. Puis une pensée le frappa. Et s'il se trompait? Si ces sables du désert avaient abrité des micro-organismes, derniers témoins d'une époque où Mars était bleue et luxuriante, qui avait été anéantie par l'arrivée des terriens et leur dôme artificiel. Les véhicules devant lui soulevaient un voile de poussière si fine qu'elle semblait flotter au ralenti. Chargée électrostatiquement, elle se collait sur tout ce qui s'en approchait. Panneaux solaires, filtres et même son biosuite commençait à s'ensabler légèrement. David accéléra pour rattraper son retard, mais il constata vite que quelque chose n'allait pas. Alors que les autres navettes restaient stables, la sienne bondissait comme un cheval fougueux à la moindre irrégularité du sol. Chaque pierre, chaque crevasse faisait décoller ses roues, provoquant des rebonds violents et imprévisibles. Dès qu'elle reprenait contact avec le sol, la navette recommençait son rodéo de plus belle. Il jeta un rapide coup d'œil à l'écran de contrôle diagnostic de son véhicule, mais aucune alerte majeure ne s'affichait. Il perdait ainsi du terrain, et quand il accélérait pour rattraper son retard, les sauts devenaient plus violents. La faible pesanteur était certes responsable de cet état de fait, mais les autres paraissaient la compenser sans difficulté. Il se demanda comment il s'y prenait pour ne pas subir ce méchant rodéo digne de l'époque du Far West. Le froid se fit plus mordant. Même en été, la température sur Mars flirtait rarement au-dessus du zéro. Les plus chaudes étaient de 20 degrés, mais le soleil couché, on descendait à moins 140. De toute façon, en raison de la faible pression exercée par l'atmosphère quasi inexistante, zéro était suffisant pour faire bouillir n'importe quel fluide. Sans ces protections autour des yeux et de la bouche, sa salive commencerait à faire des bulles. Les oreilles et le nez devaient aussi être hermétiquement isolés pour éviter à l'air de s'en échapper. Écoutez bien tous! La voix de Griswold résonna à nouveau. Navette 1, 4, 7 à gauche, navette 2, 5 et 8 au centre, navette 3, 6 et 9 à droite. Les navettes 2 et 3 derrière moi, avancez et ne laissez pas d'écart. La navette de Griswold, la numéro 1, vira brusquement à gauche, suivie de près par les autres. David pivota pour suivre la trajectoire, observant une ligne sombre barrant l'horizon. Ce qui se produisit alors le laissa totalement désemparé. Sa navette dérapa à une vitesse telle qu'il n'eut même pas le temps de réagir. Il serra le volant, braqua dans la direction du dérapage, il coupa le contact et sentit les roues patiner. Le véhicule se mit à tournoyer, emporté par la force du sable martien qui semblait l'engloutir. Le désert l'encerclait, un océan rouge de poussière et de rocailles pointues. Tout à coup, la voix de la poisse éclata dans ses écouteurs. « T'as intérêt à appuyer sur le frein de secours, c'est à droite des résistances !» David chercha frénétiquement le frein de secours, mais son pied endolori ne rencontrait que le vide. Il se figea un instant, la ligne sombre qui marquait l'horizon apparut plus nette, plus large, et tout à coup, sa nature lui devint évidente. Un cratère martien. Long et droit, il avait la forme d'une cicatrice laissée par le passé de Mars. Il s'en voulut de ne pas avoir au moins affiché le tracé de la mission quelque part avant le départ. « C'est une grosse pédale rose, idiot !» hurlait encore la poisse. « Enfonce-les toutes, ça va le faire !» David s'exécuta, appuyant avec force jusqu'à ce qu'il ressente quelque chose céder sous son pied. La navette continuait sa dérive folle, la poussière s'élevant en nuages, l'oppressant et obscurcissant son champ de vision. Il se pencha en avant, accroché au volant, attendant que le chaos se dissipe. L'angoisse l'étreignait et le sable martien envahissait chaque interstice de l'habitacle. La navette ralentit enfin et finit par s'immobiliser. Se renversant sur son siège, David respira un moment avec calme. Puis, il entreprit d'essuyer les surfaces intérieures pour occuper son esprit, tandis que l'air froid lui mordait le visage. Ses vêtements étaient rouges de poussière et sa visière embuée. Il sentait un halo rouge autour de lui et constata au fur et à mesure que la buée disparaissait, que tout l'habitacle en était envahi. Les deux autres véhicules de sa section se rangèrent près du sien. Griswold sortit de l'un d'eux. Il avait l'air encore plus monstrueux avec son masque respiratoire et la prothèse maxillaire qui lui donnait un air de survivant de l'apocalypse. Griswold ricana. Alors, le terrien, Hens t'a pas dit que la préparation de cette épave sera très fruit? David ouvrit la portière, se leva, sortant de l'habitacle. De l'extérieur, la navette semblait encore plus déplorable. Les roches martiennes, dépourvues d'érosion, étaient tranchantes comme des rasoirs. Tout ce qui était en contact avec le régolithe martien, comme les bottes ou les roues, était renforcé sur cette planète. Mais les pneus avaient été arrachés, les dents massives du frein de secours étaient bien visibles, et la structure du véhicule avait ployé sous la violence du dérapage. David, visiblement foudrage, dit « Tu peux toujours rêver, je ne paierai pas un rond pour ce carnage, Griswold. » Il y avait clairement quelque chose de détraqué sur cette navette. Ouais, frère, le chauffeur. C'était le véritable problème. Un chauffeur débile, voilà ce qu'a foutu en l'air la navette. Un autre tout-terrain débarqua dans un rugissement métallisé, et Griswold tourna la tête. David sentit ses cheveux gras se hérisser.
Tire-toi d'ici, fillette, retourne bosser. La poisse bondit hors de son engin. Pas avant d'avoir jeté un coup d'œil à son tas de ferraille. La poisse avait une silhouette fine, mais elle se retrouva près de l'épave de David en un clin d'œil. Elle l'inspecta rapidement avant de se redresser furieuse. Où sont les tubes antigraves, Griswold? Les tubes antigraves, c'est quoi ce délire? Interrogea David. La poisse expliqua. Quand tu conduis ces bagnoles, dans une faible pesanteur, tu mets des petits tubes antigraves négatifs sur chaque essieu. En gravité plus forte, c'est l'inverse, tu en mets des négatifs. Je suis désolé, vieux, j'aurais pas cru qu'il... David fulmina. Voilà pourquoi sa navette essayait de le désarçonner à chaque creux du terrain. Il se tourna vers Griswold, le regard aussi glacé que sa voix. Vous saviez qu'on n'avait pas installé ces barres? Griswold pointa un doigt accusateur sur David. Chaque pilote est responsable de son véhicule terrien. Si t'as pas vérifié ça, c'est de ta faute. T'as fait preuve de négligence. Les autres véhicules s'étaient tous arrêtés autour de lui. L'équipe commençait à former un cercle autour d'eux, les observant, sans montrer l'intention d'intervenir. La poisse éclata de colère. Espèce de gros bâtard, depuis quand on demande aux nouveaux de... Du calme, la poisse, ça ne regarde que moi. Je te demande encore une fois, Griswold. Est-ce que tu savais qu'il n'y avait pas de barre antigrave sur mon véhicule? Je te répète, t'es rien. Ici, chacun doit savoir se débrouiller. Je suis pas ta mère. David serra les poings. Très bien, dans ce cas, je vais me débrouiller tout seul. Il balaya du regard l'espace autour de lui, observant le cratère. 3 mètres de plus, et il était mort. Et ça va s'appliquer à toi aussi, tu vas devoir te débrouiller. Je continue avec ta navette. Tu peux ramener la mienne ou rester ici, c'est toi qui vois. En mars! Griswold porta une main menaçante à son arme, mais un cri unanime fusa du cercle. Dans les règles! Dans les règles! Le code des déserts martiens était impitoyable. La seule monnaie qui comptait, c'était la confiance. Tous savaient qu'un faux geste, un malentendu, et votre réputation numérique serait effacée instantanément. La scène qui se déroulait était partagée, exposée, et la vie réelle allait basculer à tout moment en faveur de l'un ou de l'autre. L'exclusion sera rapide et violente. Une erreur pouvait vous cancel définitivement, vous isoler du réseau. C'était mieux de prendre un coup de couteau dans le dos ou une décharge de désintégrateur en plein ventre que de perdre son statut ou ses accès au réseau. Griswold balaya les visages autour de lui, un rictus dégoûté se dessinant sur ses lèvres. Il finit par cracher. On s'occupera de ça sous le dôme, mais pour l'instant, au boulot. David le fixa d'un air dédaigneux. Ouais, c'est ça, plus tard, sous le dôme, mon frère. Alors en attendant, dégage de mon chemin. Il s'avança d'un pas égal tandis que Griswold reculait. T'es un marrant, toi. Tu veux jouer les durs avec un masque sur la gueule? David répondit. Pourquoi pas? Tu ne sais frapper qu'au visage? Arrête-moi dans les règles si tu en es capable. Dans Dans les les règles! règles approuvèrent les gars autour d'eux, tandis que la poisse ajouta avec un rire dément. Vas-y, Griswold, bats-toi ou fuis! Et en une fraction de seconde, elle bondit près de lui, rapide comme l'éclair, et lui subtilisa son désintégrateur avant même qu'il ait eu le temps de réagir. Son sourire s'élargit, excité par l'instant. David se mit en garde. Prêt? De la poisse émanait une excitation palpable, son regard brillant de folie. Je le signale! Les gars hurlaient, c'était la confusion. Ils attendaient tels des spectateurs dans une arène. Griswold regardait autour de lui l'œil mauvais. La poisse, son sourire dément toujours présent, dégoupilla une petite grenade en forme de singe à cymbales. Elle la leva comme une offre de chaos et compta. 1, 2, et à 3, la grenade explosa dans un tourbillon de couleurs fluorescentes, de paillettes et de lumière aveuglante, plongeant l'espace d'un instant l'environnement martien dans une dimension psychédélique. L'écho de l'explosion se perdit dans la clameur des spectateurs, dont l'intention se reporta très vite sur le combat imminent.